C'est parti? Micro branché, c'est parti. Donc on va respecter le timing puisqu'on est sur des créneaux assez serrés. Donc merci à toutes et tous de vous être rendus disponibles pour cette conférence que nous allons assurer. Donc Pascal Housset, président de la FEB-EMGCCP, que tout le monde connaît, en tout cas tout le monde connaît la FEB-EMGCCP. Et moi-même Bernard Olagne, donc président de Coenov. Simplement quelques mots, puisque la Coenov n'a pas la prétention d'avoir la notoriété de la FFB. Quelques mots sur Coenov, une association créée en 2014 pour apporter ses contributions au débat sur ce qui deviendra la loi de transition énergétique, avec un focus particulier sur la transition énergétique dans le bâtiment, autour de deux convictions. L'atteinte des objectifs ambitieux de la transition énergétique ne peut être atteinte que par une approche fondée sur la complémentarité des énergies et que dans cette complémentarité, le gaz, de plus en plus renouvelable, a un rôle important à jouer. Et nous restons sur ces deux convictions. L'association Coenov, pour rapidement, c'est qui? Vous avez sur ce kakémono les membres de l'association Coenov. Donc, ce sont des industriels du bâtiment, les majors de l'efficacité énergétique en termes de fabrication de chaudières, de pompes à chaleur, de panneaux solaires, etc. Je ne vais pas citer les grands noms que vous connaissez aussi bien que moi. La FEB-EMGCCP, la CAPEB, le SINASAF pour les organisations professionnelles, et aussi GRDF et France Gaz Liquide pour la partie gazier et évolution du gaz. Donc, par rapport à ça, donc aujourd'hui, nous allons vous parler effectivement de notre vision de la transition énergétique adaptée à aujourd'hui, et notamment dans le bâtiment. Donc, pour ceux qui le souhaiteraient, nous avons à disposition des plateformes de nos propositions pour le prochain quinquennat. C'est d'actualité, c'est très très d'actualité. Donc il y a pas mal de gens qui l'ont commis, donc pourquoi pas Coenov. Donc effectivement, vous pourrez prendre, si vous le souhaitez, un exemplaire de cette plateforme, sachant que effectivement, dans le bâtiment, pour faire simple, c'est plus détaillé dans la plateforme. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes persuadés que le gaz de plus en plus renouvelable a un rôle essentiel à jouer pour atteindre la neutralité carbone dans le bâtiment en 2050, à condition de mener conjointement, et c'est ce qui fait partie de nos scénarios, 3 chantiers prioritaires: une réduction drastique des consommations de gaz de plus de 60%, c'est-à-dire que grosso modo l'idée c'est aujourd'hui, pour fixer les idées, le gaz dans le bâtiment c'est 243 TWh, l'objectif c'est d'arriver à 100 TWh en 2050, donc environ moins 60% par rapport à ça, grâce aux rénovations globales, tout à fait en phase avec les ambitions qui sont affichées en rénovation, et à l'amélioration de la performance des appareils. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces 100 TWh, ils sont 100% renouvelables. Et donc, et là, il y a toute une trajectoire avec une variété de gaz renouvelables, depuis le biométhane issu de la méthanisation jusqu'à demain l'hydrogène, pour arriver à ces 100%. Et la troisième condition pour y arriver, c'est le développement de la PAC hybride qui nous occupe aujourd'hui. Donc la PAC hybride, en 2 mots, comment ça marche? Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui connaissent déjà, donc on va passer très très vite. C'est l'association de 2 technologies performantes que sont d'une part une petite pompe à chaleur de 5 kg maximum, etc. environ, et d'une petite chaudière très haute performance énergétique qui va prendre le relais de la pompe à chaleur lorsque les températures vont baisser notamment, et lorsque le COP de la pompe à chaleur va chuter. Et donc c'est une régulation qui permet de basculer de l'un à l'autre lorsque c'est nécessaire, que ce soit en fonction de la température extérieure, que ce soit en fonction du COP, comme je viens de le dire, ou que ce soit en fonction du prix des énergies. On peut imaginer toutes sortes de dispositifs de régulation et d'automatisation du fonctionnement, qui permet de faire jusqu'à 40% de diminution des consommations d'énergie et 80% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en fonction de la technologie, en fonction de l'énergie d'origine. Et c'est surtout extrêmement important en termes de soutien aux tensions du réseau électrique, donc au système énergétique de notre pays. Vous le savez bien, nous sommes dans une vision, dans une réflexion qui pousse à faire rimer décarbonation avec électrification, l'électrification massive des usages, pour reprendre une expression consacrée. Il est bien évident, et c'est quand même un peu paradoxal cette propension, alors que dans le même temps aujourd'hui et régulièrement chaque année, RTE alerte sur les risques qu'il y a, les risques de tension qu'il y a vers le mois de janvier, février régulièrement. Ça se produit depuis plusieurs années, donc c'est quand même assez paradoxal
de continuer à pousser une électrification massive alors qu'on est actuellement tendu pour arriver à respecter l'équilibre offre-demande à certaines périodes de l'année. Et la PAC hybride, qui permet justement par cette bascule de soulager le réseau électrique, nous paraît un excellent produit. Et c'est également donc du coup une solution adaptée aux rénovations par étapes dans la mesure où, vu la manière dont est calculé le dimensionnement de la PAC, l'ordre des travaux et le fait d'impérativement de commencer par des travaux de réduction des besoins d'isolation pour véritablement avoir une PAC qui soit bien dimensionnée, ce qui est intéressant, que ce soit en termes de coût, que ce soit en termes de fonctionnement, devient à moins d'acuité grâce à la complémentarité entre la PAC et la chaudière. Ce qu'il faut retenir également, ça c'est une actualité, c'est que par rapport à une SNBC, une stratégie nationale bas carbone actuelle, qui finalement ignorait complètement l'existence d'une telle technologie, maintenant c'est une technologie qui est reconnue, qui figure dans les scénarios prospectifs qui fleurissent actuellement, que ce soit RTE, que ce soit l'ADEME, qui prévoit de 2,5 à 5,7 millions de pompes à chaleur hybrides en 2050 pour véritablement apporter de la flexibilité au système électrique. Et c'est une technologie d'ailleurs qui est également reconnue dans la réglementation éco-conception européenne. Donc c'est une reconnaissance qui commence véritablement à se faire jour. J'en profite également pour souligner, puisque je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont intéressés par ce sujet qui ne figure pas sur le slide, qu'à une époque où tout le monde dit que le gaz est sorti de la construction neuve en maison individuelle du fait de la RE 2020, eh bien la PAC hybride permet justement de respecter les seuils carbone actuels de 4 kg par exemple en maison individuelle. Donc c'est un point également important et avec une valeur ajoutée européenne plus importante pour l'hybride que pour la PAC seule. Et vous aurez également, vous pouvez, à moins qu'on l'ait déjà remis, sinon tout ce que nous allons vous dire est repris dans une plaquette que nous venons de réaliser. Voilà quelques mots pour cadrer un petit peu le positionnement un peu stratégique, politique, dans le cadre de la politique énergétique de la France de la PAC hybride. Et maintenant, sur un aspect un peu plus concret, client-filière, je passe la parole à Pascal. Oui, merci Bernard. Donc effectivement, une vision maintenant aussi côté installateur finalement, parce que c'est important. On a parlé de l'énergie, de la reconnaissance de ce système-là. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord on n'est pas sur un produit totalement nouveau. On est toujours sur de l'évolution d'innovation, mais c'est un produit qui existe déjà depuis une bonne dizaine d'années. Donc on a une vraie expertise déjà en termes d'installation. Puis on peut voir également qu'il y a une large gamme d'offres fabricants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'industriels se sont mis à développer une gamme de produits en PAC hybride gaz. Et puis on s'aperçoit dans beaucoup de cas qu'on arrive aussi à un prix inférieur finalement à un système two-pack, notamment avec une production d'eau chaude intégrée, soit simultanée, soit semi-accumulée. Ça fonctionne très bien. Et pour surtout un emplacement qui est compté, parce qu'on la place, on le sait bien, hein, chaque mètre carré dans un logement, c'est de la valeur. Donc là, ça prend peu de place. Et puis c'est un dispositif en rénovation qui finalement profite des mêmes aides que le two-pack. Donc ce qui n'est pas négligeable, surtout là, n'oublions pas le plus 1 000 € hein, pour les précaires, grands précaires qui arrivent à partir du 15 avril. Donc ça rentre, hein, la PAC hybride rentre dans ce dispositif également. Et puis un confort garanti en période de froid, parce que souvent le particulier qui avait un système gaz auparavant il se dit j'aimerais avoir ce même confort, la chaleur dont je suis habitué. Là il peut être garant d'avoir la qualité de chauffage. Ça nécessite pas pour le coup de remplacer tous les émetteurs, comme ça peut être parfois le cas avec d'autres systèmes. Et puis une sécurité de service en cas de panne, puisqu'on a un double système, donc on peut permuter de l'un à l'autre. Et puis une adaptation par rapport à l'évolution du prix, puisqu'aujourd'hui la belle innovation, c'est qu'on peut vraiment utiliser dans ce système de PAC hybride le système en fonction aussi des prix énergétiques, de la performance du système. On va toujours utiliser au meilleur moment le système, mais on peut aussi le gérer par rapport au coût énergétique. Donc on n'a pas les deux pieds dans le même sabot, on peut utiliser les énergies selon les besoins. Et puis, rappelons-le, c'est une filière qui est opérationnelle. C'est-à-dire que globalement, les installateurs, nous sommes prêts. Hein. C'est 14 000 entreprises qualifiées RGE PAC. Donc, c'est des gens qui ont été formés, etc., sur le système.
On a 15 000 entreprises PG professionnelles gaz, dont beaucoup qui ont les deux, si vous voulez, les deux appellations, qui ont aussi bien PG et RGE PAC. Donc double compétence, donc c'est une vraie réalité. Alors ça a mis un petit peu de temps parce qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle nous dans notre jargon de la multicompétence en termes de chauffagiste. Et puis une nouvelle mention PAC hybride qui a été créée par Habitat Plus et qui est déjà une très bonne dynamique puisque à ce jour, c'est 1050 entreprises en à peine 3 mois qui ont cette appellation, la mention PAC hybride, titulaire de la mention PAC hybride. Donc ça veut dire qu'on est dans une vraie dynamique. Ça demande qu'à progresser. Il y a encore beaucoup de boulot, certainement. Mais en tout cas, l'élan est mis en place. Voilà. Donc la PAC hybride, ce que j'aime à dire, c'est le meilleur des deux mondes finalement. Et on arrive à des solutions très intéressantes dans l'habitat, aussi bien en rénovation que dans le neuf. Voilà ce que nous voulions vous dire pour lancer le débat. Je rappelle également que tout ce que nous venons de vous dire est détaillé un peu plus dans la plaquette à laquelle je faisais référence à l'instant. Et maintenant, place à vos questions, si vous avez des points de complément que vous souhaitez nous voir apporter. Il y a un micro peut-être pour la salle, s'il y a des questions. Pas de questions ? Oh, si vous avez des interrogations, des doutes... On est allé volontairement très vite, peut-être trop vite, pour vous laisser le temps de poser des questions pour bien cibler notre intervention. Sachant qu'il y a effectivement un point sur lequel je vais rebondir par rapport à ce que soulignait Pascal, qui est l'aspect compétitivité des prix. Donc on a dit qu'aujourd'hui, par rapport à la gamme de solutions, et notamment par rapport au dimensionnement d'une PAC, par rapport à une PAC tout élec, etc., on se retrouve dans un prix d'investissement qui est assez, dans pas mal d'offres fabricants, inférieur à une PAC tout électrique. Et je rappelle également, l'important par rapport à tout ça, c'est d'objectiver véritablement les choses. La première tendance, c'est de dire, oui, mais il y a 2 appareils, donc ça veut dire double maintenance, donc ça veut dire 2 abonnements gaz-élec. Effectivement, une fois qu'on a regardé d'un peu plus près la situation, on se rend compte, et ça figure dans la plaquette, que côté maintenance, sachant que le SINASAV et la FFB travaillent sur ce sujet pour optimiser effectivement le coût d'un contrat de maintenance pour ces 2 appareils. Dans les prix tels qu'on les constate aujourd'hui, on est sur un delta d'environ 30 € par an. Et idem sur le double abonnement, quand on fait la combinaison entre l'abonnement gaz et élec et l'abonnement tout élec à hauteur d'une douzaine de kilos, là aussi on est sur environ une différence minime d'environ 30 €. Donc tout ça confirme bien qu'il y a une véritable compétitivité à la solution. Le problème, effectivement, c'est ce que j'ai rappelé, c'était aujourd'hui sa non-reconnaissance et sa méconnaissance, notamment au niveau de l'administration dans la stratégie nationale bas carbone, et que cette prise en compte véritablement de cette contribution à la flexibilité du réseau électrique, qui, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, sera véritablement un enjeu des prochaines années, est enfin reconnue. Oui. Oui, une question, monsieur. Merci. Juste, ce système, vous avez parlé de l'individuel, mais en collectif, ça existe aussi. Et jusqu'à combien de logements ou quelle puissance ? Alors en collectif, il y a des systèmes qui existent aujourd'hui, mais c'est en train de se développer justement dans le cadre de la RE 2020 notamment, mais aussi pour le tertiaire. D'ailleurs, ça vient du tertiaire, parce qu'il y a des systèmes hybrides qui ont été utilisés notamment dans le milieu hôtelier, notamment pour faire de la production d'eau chaude. C'est des systèmes qui fonctionnent plutôt bien. On a d'ailleurs des industriels qui fabriquent ce type de produits qui sont à Energy Meeting, vous pouvez rencontrer sur les stands. Et c'est des systèmes qui sont en train de se développer pour répondre justement à tous les critères
qui sont demandés dans le cadre de la RE 2020. Donc en fait, après en termes de puissance, on peut aller en cascade comme on veut. Hein. C'est le même principe que des chaufferies, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup d'interlocuteurs finalement aussi qui sont des gens qui ont l'habitude de faire de la chaufferie, des sous-stations, des équipements techniques pour le collectif ou le tertiaire. Donc on va retrouver finalement des choses qu'on sait déjà pertinemment utiliser dans le tertiaire et qui fonctionnent bien depuis plusieurs années, mais qu'on est en train de modéliser. Il y a un travail de fond, il y a un groupe de travail, hein, sachez-le, qui est fait, en tout cas nous côté UMCP avec nos ingénieurs, on travaille avec les industriels, bien sûr aussi proche des bureaux d'études hein, pour pouvoir modéliser tout ça. Et puis surtout que ces solutions-là, et c'est souvent la question qui revient, c'est le côté économique. Hein. On l'a vu en termes individuels. Hein. D'ailleurs, Bernard Lang l'a bien souligné, le côté compétitif. Donc l'objectif pour nous aussi, c'est que ces systèmes hybrides soient aussi aient du sens sur l'aspect économique. L'idée, c'est de ne pas faire un millefeuille qui serait impossible, je dirais, de proposer économiquement parlant dans les projets à venir. Donc là, on travaille également sur ce volet, coût de mise en œuvre, coût des produits, coût d'exploitation. Donc c'est ça dont on parle, hein, véritablement. Donc pour l'instant, c'est des choses qui ne sont pas encore totalement en proposition parce qu'on est dessus. Hein. 2024-2025, c'est demain. Hein, donc on est très actif sur le sujet. Et pour compléter, effectivement, il est clair, on est à peu près dans le même stade de développement que la pompe à chaleur électrique. Hein, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des solutions, et je le rappelais, qui sont prêtes dans la maison individuelle neuve pour respecter la RE 2020. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les industriels planchent sur l'adaptation du produit dans le domaine collectif, notamment pour être prêt au plus tard en 2025. Oui, d'autres questions ? Oui, bonjour. J'ai enregistré que vous évoquiez des baisses, notamment d'émissions de gaz à effet de serre de 80%. Je voudrais savoir selon quels paramètres vous atteignez cette performance. Qu'est-ce qu'il faut comme paramètre pour qu'on arrive à ça? Et d'autre part, là, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, en termes de temps de retour sur investissement par rapport à d'autres solutions, vous vous situez comment? Sur le premier sujet, sur le premier sujet, effectivement, sur les 80%, il était écrit en tout petit dans le slide, c'est en fonction de l'énergie d'origine. Donc il est clair que les 80%, vous allez les atteindre sans problème à partir du moment où vous remplacez une chaudière fuel. Je pense que pour le gaz, vous allez vous retrouver plutôt à 40%. Donc pour répondre à la deuxième question, en moyenne, de ce qui se fait sur le terrain, finalement, en diffus, on est sur des temps qui sont déjà inférieurs à 10 ans. On est entre 8 et 10 ans maximum en fonction des coûts d'investissement. Et sur le système hybride, on arrive à descendre dans certains cas en dessous des seuils, notamment là pour le coup sur des solutions dites propane. Et pour aller dans le sens effectivement de la compétitivité, de l'aide, de la meilleure aide, je dirais, aux produits, c'est vrai qu'aujourd'hui nous discutons et nous travaillons pour la reconnaissance de la contribution de la PAC hybride à la sécurisation du système électrique, puisque finalement, par rapport à une PAC classique, c'est un de ces gros avantages et de ces gros enjeux qui est véritablement d'aller soulager le système électrique lorsqu'il en a besoin. Donc c'est un service dont nous sommes en train de discuter de la monétisation. Oui. Oui, bonjour. Vous m'entendez? On vous écoute, monsieur. Oui, j'ai une question par rapport au système hybride. On a compris que c'était adapté plus aux particuliers, mais aux individuels. On a les avantages en fait par rapport au passage en fait au gaz électrique en sa température extérieure et du confort intérieur. La question qui se pose, est-ce que ce système s'adapte spécialement en fait en lieu et place des chaudières classiques? Et quelles sont les contraintes à prendre en compte pour l'habitant en termes de niveau sonore sur le système quand la pompe à chaleur est en fonctionnement? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'une PAC a plus de nuisances sonores qu'un système classique. Est-ce qu'on doit prendre en compte des paramètres d'isolation phonique dans le logement? Ou si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on doit l'installer ailleurs qu'en une cuisine? Parce que beaucoup de systèmes chaudière gaz aujourd'hui sont dans les cuisines. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on doit prendre en compte pour que ça soit bien adapté en fait, à un projet individuel? Alors votre question, elle est très importante, très intéressante parce qu'effectivement, il y a deux questions dans votre question. C'est-à-dire que déjà, je reprends le principe de la place. L'avantage de ces packs hybrides gaz, c'est qu'on peut retirer une chaudière murale à gaz
et venir mettre un système en lieu et place de la chaudière à gaz. Ça peut être même dans une cuisine, à partir du moment où ça peut être aménagé dans un placard, parce qu'on a un système à ventouse, donc en circuit fermé, c'est-à-dire je prends l'air neuf à l'extérieur, je rejette mes gaz brûlés à l'extérieur, je n'ai pas de communication avec la pièce où se trouve le système. Donc système à ventouse, hein, donc étanche, système étanche qu'on appelle, peu de place, très compact, et un groupe extérieur. Et puis le deuxième sujet, par rapport au bruit, l'avantage aussi, c'est que sur le système hybride, comme il a été dit, nous avons des groupes extérieurs de petite puissance. C'est des groupes en général qui font vraiment 8 kg maximum. Donc souvent, c'est des monoventilateurs, donc plus facilement à positionner en extérieur, soit sur support, soit au sol. Ça peut être aussi habillé, c'est ce qui se fait de plus en plus. Hein. Maintenant, de plus en plus, les particuliers, que ce soit d'ailleurs en projet neuf ou en projet réhabilitation, nous avons des habillages qui viennent sur ces groupes qui gênent en rien le bon fonctionnement, le bon renouvellement d'air du système, mais qui permettent à la fois un habillage dit esthétique et dans certains cas, ça permet aussi de régler effectivement une amélioration au niveau phonique. Ceci étant dit, il y a eu un progrès énorme sur les pompes à chaleur depuis ces 10 dernières années. Aujourd'hui, on est sur des seuils très très bas au niveau sonore et on l'est aussi de manière très intéressante sur la PAC hybride puisqu'on est sur un plus petit groupe. Donc on n'a qu'un seul ventilateur, on est sur des appareils très, très peu bruyants. On a aujourd'hui des appareils, on est à moins de 40 décibels en pression acoustique extérieure. Donc c'est tout à fait gérable. Bien sûr, il y a dans tous les cas, l'installation d'un groupe extérieur nécessite de répondre à des critères de distance, etc. Bien sûr, il y a des normes à respecter. Et ça, nos installateurs qui sont Qualipac sont formés à ça et respectent effectivement ces distances. Et rappelons aussi qu'il y a des contrôles, il y a des audits réguliers qui sont faits sur ces installations qui permettent de s'assurer de la qualité des installations. En tout cas, il est clair que la PAC hybride est un excellent exemple de complémentarité gaz-électricité. Et justement, comme le rappelait Pascal tout à l'heure, en tirant le meilleur parti des deux technologies et en limitant également les inconvénients des deux technologies. Et concernant la pompe à chaleur, ça permet effectivement de se retrouver avec une pompe à chaleur de plus faible puissance, donc nettement moins chère à l'investissement, et également avec moins d'aléas concernant aussi bien l'encombrement que le bruit. Et sachant que derrière, c'est la chaudière THPE qui va prendre le relais en période de gros besoins. Donc c'est vraiment un excellent exemple de complémentarité des deux énergies après des années passées à vouloir les opposer. On a encore un peu de temps, n'hésitez pas. Bonjour, Cécilia Mor, architecte. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous pourriez développer un peu plus le fonctionnement technique du pack hybride, c'est-à-dire la partie hybride, elle fonctionne avec l'électricité? Et la deuxième question, c'est comment on pose donc ces packs hybrides quand il y a déjà une chaudière existante à gaz? Voilà. Si vous pourriez développer un peu plus parce que je peux répondre à cette question. Là aussi, quelque part, deux questions dans la question. La première sur le fonctionnement. En fait, on réunit deux systèmes tout à fait complémentaires. C'est-à-dire que le principe est de faire travailler cette pompe à chaleur qui fonctionne bien à l'électricité, mais on est sur un système énergie renouvelable puisqu'on va aller capter l'air extérieur pour faire du chauffage. Et tout le temps que la performance est là, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un COP, on a un coefficient de performance de fonctionnement qui donne satisfaction et qui permet d'avoir un rendement, c'est-à-dire je consomme 1 kW d'électricité, je restitue jusqu'à 4 kW, voire plus de chaleur, donc j'ai un très bon rendement, je fonctionne avec ma pompe à chaleur. On a une dégradation parce que le temps est froid, donc on est par des températures inférieures à 0. On peut avoir un laps de temps où les deux systèmes vont fonctionner en complémentarité. Donc ma pompe à chaleur et un peu d'appoint de la chaudière. Et puis si vraiment on a un coup de froid, parce qu'on voit bien qu'on a des temps qui fonctionnent en dents de scie. Regardez ce qui se passe là depuis une semaine. Plus de 20 degrés il y a quelques jours, clac, là de la neige demain. Donc, voyez, donc on n'est pas à l'abri de ce type de fluctuation de température et de climat.
sous nos contrées. Donc pour ça, là on a un système qui répond très bien. Il est capable, ce système-là, de manière quasi instantanée, de pouvoir répondre à ces écarts de température. Et dans le cas où c'est la chaudière, effectivement, THPE qui va prendre le relais, donc là on est plus sur une consommation pure électrique avec ENR, mais avec quand même de l'électricité, parce qu'il y a quand même des organes dans cette chaudière qu'il faut faire fonctionner à l'électricité, si ce n'est qu'un circulateur de chauffage, des éléments techniques qu'on retrouve dans tout système. Et on va utiliser là un peu de gaz, effectivement, et de préférence de plus en plus du biogaz, c'est important, je pense aussi de le souligner, qui va faire fonctionner ponctuellement la chaudière au besoin, y compris pour l'eau chaude. Donc ça, c'est pour l'aspect technique. Après, la deuxième question, enfin plutôt la remarque que vous disiez, c'est d'aller greffer une pompe à chaleur sur une chaudière existante. Il est vrai que ça, c'est ce qu'on faisait il y a 15 ans en arrière. Parce qu'il y a 15 ans en arrière, on faisait de l'hybridation, mais sur des systèmes existants. Aujourd'hui, on n'a plus d'intérêt à faire ce type de système. D'abord parce que les systèmes sont conçus dans leur intégralité. Et surtout, ils ont un système de gestion. C'est là où est vraiment aussi le secret de l'articulation, c'est que la régulation permet vraiment de gérer au plus juste la consommation énergétique et sa performance. Donc, et le niveau aussi d'accompagnement des aides ne peut pas se faire sur un système qu'on vient greffer sur un produit existant. J'espère avoir répondu à votre question, madame. Et pour compléter effectivement un point que j'ai omis de souligner, naturellement, toutes ces packs hybrides, la partie chaudière de ces packs hybrides, comme de toutes les chaudières d'ailleurs THP aujourd'hui, sont tout à fait compatibles avec l'injection de biométhane et le fonctionnement au biométhane dans le réseau sans aucune conversion onéreuse et compliquée. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions ou remarques. Il nous reste 4 minutes. Pas d'autres questions? Pas de regrets? Voilà, apparemment, mon cher Bernard, on a été assez clair. Merci beaucoup en tout cas. Puis si les questions vous revenaient, n'hésitez pas. Merci à vous.